Bien, nous allons donc reprendre nos travaux. Par un premier panel consacré à la question de la relation entre avenir du travail et péril écologique. Et alors, nous aurons moins de temps de discussion que nous en avons eu ce matin. J'espère que nous pourrons en garder un cependant. Et nous aurons en revanche des images. Je ne sais pas, vous avez des images aussi vous n'avez pas oui, oui, tout le monde a des images. Donc, et du texte. Formidable. Donc on va commencer en écoutant M. Éloi Laurent, qui est certainement sur le sujet que nous abordons cet après-midi, a été l'un des précurseurs. M. Laurent est économiste senior et conseiller scientifique à l'OFCE. Et il enseigne donc à Sciences Po dans un Master of Public Affairs. Je dois vous dire que cette notion de public affaires pour les juristes, on pourrait en parler. Bon, mais ce déplacement vers les affaires de ce qui s'appelait avant l'administration publique donne à penser. Il enseigne donc à Stanford également et au Collège des hautes études européennes de la Sorbonne. Vous avez eu une expérience à l'Assemblée nationale, je crois. Et vous avez été collaborateur au cabinet du Premier ministre, donc vous avez approché aussi le politique au début des années 2000. Et vous avez eu l'occasion d'enseigner à la NIU ou bien à Columbia dans le courant des années 2000, ainsi qu'à Harvard. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur ces questions du rapport du social et de l'écologie, et je dois confesser que c'est une compétence, c'est une approche, un terrain qui me paraît trop peu fréquenté. C'est un euphémisme. Je pourrais citer votre dernier ouvrage, je crois que c'est le dernier, parce que vous m'avez dit que vous étiez en train d'en écrire un, mais il n'est pas terminé. C'est sur l'impasse collaborative pour une véritable économie de la collaboration. Vous distinguez les notions de coopération et de collaboration. Ça renvoie peut-être à des choses qui ont été dites ce matin sur Ergon et Ponos. Et vous aviez publié ce livre dont le titre est La sociale écologie, qui est paru chez le même éditeur, je crois. Excusez-moi. C'était chez Flammarion 2011. Non, mais parce que je recommande spécialement, vu le sujet, ce livre sur la sociale écologie en 2011. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à nos travaux. Je vous donne la parole. Alors, puisqu'il y a des images, il faut vous déplacer. Alors, bonjour, merci beaucoup. Alors, d'abord, évidemment, je voudrais remercier Alain Suppiot pour son invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous pour ce colloque à l'occasion du centenaire, et non pas du cinquantenaire de l'OIT, mais j'ai rajeuni cette organisation fringante. Elle en a besoin, je le disais. Voilà. Alors, donc en effet, donc j'ai l'honneur d'ouvrir ce panel sur les périls écologiques, ou sur le péril écologique. Alors, c'est un petit peu difficile de penser qu'il y a un péril écologique quand on est à Paris avec ce temps-là, c'est magnifique, sauf qu'on est avec ce temps-là, que c'est un temps de printemps et qu'on n'est pas encore en mars, et qu'il y a une pollution urbaine qui, évidemment, est très forte à Paris. Donc c'est un peu ça, le péril écologique. Le péril écologique, c'est que même quand c'est beau, en fait, c'est trompeur, et c'est peut-être là où c'est le plus dangereux. Et donc, en fait, ce temps magnifique qu'il fait dehors est en fait peut-être précisément le visage radieux du péril écologique. Alors, donc, je voudrais parler du travail de la Terre, pardon, je vais un peu vite, du travail de la Terre, l'économie de la pesanteur. Donc, dans ce rapport entre travail et écologie, donc effectivement, j'ai développé un certain nombre de travaux pour connecter les questions écologiques aux questions sociales, ce que j'appelle l'approche sociale écologique, et donc je vais tenter d'en donner une illustration aujourd'hui, avec cette idée donc du travail de la Terre, c'est évidemment un jeu de mots sur l'idée de l'agriculture, mais du travail de la planète Terre, et de ce que nous faisons à la planète en termes d'extraction de ressources naturelles, de flux de tout genre, de pollution, etc.
et le rapport que ça peut avoir d'ailleurs avec ce qui a été le thème du matin, c'est-à-dire le numérique, puisque ce colloque a commencé par le numérique et met l'écologie en deuxième, précisément il y a un lien entre les deux que je vais tenter d'établir. Alors, la première chose, c'est que je vais donc tenter de vous expliquer ce que j'entends par le mirage de l'économie de la pesanteur, ce sentiment que l'économie aujourd'hui est immatérielle ou dématérialisée. En fait, elle n'a jamais été aussi matérielle et ça induit des dommages écologiques absolument colossaux. Je vais détailler ça donc, au travers de l'idée du travail de la Terre et ensuite je montrerai qu'il y a une extension par les flux mondiaux sous la forme du commerce de la Terre, c'est-à-dire du commerce de toutes les ressources naturelles, mais aussi d'un certain nombre de pollutions, et je proposerai pour finir des pistes pour sortir de ce mirage. Alors, la première illustration que je voudrais donner, enfin je voudrais commencer par deux illustrations. La première, c'est ce qui s'est passé en novembre dernier, donc à la conférence générale des poids et mesures, puisque vous savez peut-être que les grandes mesures universelles ont été dématérialisées. Et parmi elles, notamment, le kilogramme a été dématérialisé, c'est-à-dire que ça repose désormais sur une équation plutôt que sur un objet physique, comme notamment donc, cet étalon en platine qui est conservé à Sèvres. C'est tout à fait intéressant parce que je prends ça comme un symptôme de ce fantasme de la dématérialisation. Il y a des raisons très précises pour lesquelles ça a été dématérialisé, et notamment parce que on veut stabiliser la valeur et qu'en fait, il s'avère que c'est plus stable quand on utilise une équation que quand on utilise un objet physique. Mais je pense que c'est tout à fait un symptôme du monde dans lequel on vit où on a cette illusion de la dématérialisation et notamment en économie où on pense que le numérique et on pense que l'abolition de la distance, que l'abolition de la localisation, en fait, tout ça conduit à la disparition de l'espace, de la géographie, de l'espace et de la pesanteur. Et je crois qu'en fait, ça n'a jamais été aussi faux. Et je voudrais prendre une seconde illustration pour montrer à quel point l'économie est matérielle. Et cette illustration nous est donnée par cette fresque de Diego Rivera, qui donc est exposée à Détroit. Vous connaissez peut-être l'histoire de ces fresques de Diego Rivera qui sont conservées à Détroit. Henry Ford commissionne un travail de Diego Rivera donc, et lui demande de peindre un certain nombre de fresques pour glorifier le capitalisme et notamment l'entrepreneur. Et Diego Rivera, comme c'est parfois le cas, détourne la commande et glorifie le travailleur et non pas l'entrepreneur. On voit à peine l'entrepreneur, on voit surtout le travailleur dans ces fresques. Et donc on a cette opposition tout à fait 19e entre le capital et le travail et un détournement tout à fait astucieux d'Diego Rivera. Mais je crois que ce que cette fresque montre, et là où c'est encore plus intéressant, c'est que surdéterminant ce conflit horizontal entre le capital et le travail, qu'on aperçoit en bas, on voit bien le capital et le travail, en fait, on a un conflit horizontal entre, d'un côté, la matière, les matières premières, et de l'autre, le capital et le travail. On a au fond une représentation des trois facteurs de production, la terre, le capital et le travail, et on a bien un conflit horizontal entre le travail et le capital, mais on a surtout une surdétermination verticale, en fait, et qui nous dit simplement qu'en fait, il n'y a pas d'économie sans matières premières. Il y a deux manières de comptabiliser l'économie. La première, c'est l'idée que l'offre est égale à la demande et que donc on a le capital et le travail qui déterminent la consommation, l'investissement, les dépenses gouvernementales. Et puis l'autre qui est de comptabiliser en fait ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire les matières, donc l'extraction, l'exportation, l'importation de matières. Et là, Rivera nous le représente sous la forme de dieux qui ont l'air d'extraire des montagnes les matériaux, et puis on a cette espèce de fil qui va déterminer le conflit horizontal. En fait, la lutte des classes est autant en haut dans l'appropriation des matières premières de la planète qu'en bas. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors j'ai mis une citation par ailleurs, parce que cette analyse est très marxienne. En fait, on est en train de redécouvrir, vous savez peut-être, le Marx écologiste, et donc il y a beaucoup de travaux qui se font en ce moment en écologie sur la redécouverte de Marx, et notamment la grande idée de Marx qui est donc la rupture métabolique entre le social et l'environnement. Et là, Williams, dans la lignée marxiste, nous dit au contraire qu'il faut prendre ça non pas sous la forme de la rupture métabolique, mais sous la forme du mélange du travail et de la terre, et qu'au fond, on a tellement mélangé les deux qu'on ne peut plus les dissocier, et c'est précisément ça qu'on va voir, c'est-à-dire de quelle façon le travail humain a totalement transformé la biosphère. Donc c'est l'ère de l'Anthropocène, certainement. Et précisément, il est difficile aujourd'hui de distinguer les enjeux sociaux des enjeux écologiques tant qu'ils sont imbriqués. Alors, donc, le point de départ, c'est qu'on est en fait dans une économie qui est extrêmement matérielle et qui même, en fait, s'est rematérialisée avec la transition numérique. C'est ça le grand paradoxe dans lequel on vit. La transition numérique a rematérialisé l'économie, comme on va le voir.
On a un double mirage. Le premier mirage, c'est ce mirage de la dématérialisation par le numérique. Et le deuxième mirage, c'est le mirage du découplage dans les pays riches entre l'activité économique et d'un côté les dommages écologiques et de l'autre la consommation de matières premières. Et en fait, c'est une illusion, une double illusion. On est en fait dans une économie de la pesanteur, et on est tellement dans une économie de la pesanteur que peut-être l'unité de mesure la plus pertinente aujourd'hui n'est pas la monnaie, en fait c'est la tonne. Et on va voir qu'il y a plein de flux de matière qu'on peut comptabiliser en termes de tonnes. Donc on va détailler ça d'un côté du travail de la terre et de l'autre du commerce de la terre. Le travail de la terre, je vais vous montrer qu'on travaille la terre à 3 niveaux. D'abord l'exploitation du sous-sol par l'extraction des matières premières, ensuite la colonisation de la surface de la terre et l'exploitation du sol, et la dégradation du sol bien sûr, et puis l'exploitation du vivant par cette destruction de la biodiversité dont la FAO a encore rendu compte il y a quelques jours en rendant un rapport sur la question. Et le commerce de la terre, on a 4 flux qui sont significatifs: les ressources naturelles, donc le commerce physique, l'eau virtuelle, les flux de carbone et le transport. Alors maintenant, je vais vous assommer de graphiques. Donc, premièrement, l'extraction mondiale. Si vous regardez les chiffres de l'extraction mondiale de ressources naturelles, cette illusion-là de l'économie immatérielle, en fait, disparaît totalement. On consomme aujourd'hui 3 fois plus de ressources naturelles, on extrait 3 fois plus de ressources naturelles pour les consommer que dans les années 70. Et ce qui est très frappant, c'est que si vous prenez les grandes dates de la révolution, de la transition numérique, c'est-à-dire début des années 90, les premiers moteurs de recherche, du milieu des années 2000, smartphone et Google, et puis l'accélération qu'on vit, en fait, ça correspond à une exploitation encore plus aiguë des ressources naturelles. Il y a 40 milliards de tonnes de plus qui s'ajoutent au moment où l'économie est censée devenir immatérielle, ce qui est tout à fait frappant. Et c'est d'autant plus frappant que ça correspond à une tendance inverse à ce qu'on a observé au XXe siècle. Ce qu'on a observé au XXe siècle, c'est ce qu'on appelle un découplage relatif, c'est-à-dire le fait qu'on a été capable d'avoir une activité économique très très forte, donc malheureusement mesurée par le PIB, qui est un très très mauvais indicateur de bien-être, mais un bon indicateur pour l'activité économique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu en fait une intensité matérielle de l'économie qui a baissé. Autrement dit, une productivité matérielle. Donc la productivité matérielle, c'est en quelque sorte le fait qu'on est de plus en plus efficace avec l'usage des ressources naturelles. On a besoin de moins en moins de ressources naturelles pour produire une unité d'activité économique. Et au cours du XXe siècle, on a eu cette intensité matérielle qui a diminué, une productivité matérielle qui s'est accrue. Et quand on regarde, ça c'est peut-être le graphique le plus intéressant et de façon étonnante le moins commenté sur les données dont on dispose, vraiment un graphique absolument passionnant sur cette illusion de l'économie matérielle. Ce qu'on observe à partir du début des années 2000, c'est qu'en fait, la productivité matérielle, alors qu'elle avait augmenté tout au long du XXe siècle, commence à décliner, la productivité énergétique stagne, et la seule productivité qui augmente vraiment, c'est la productivité du travail. Et c'est très intéressant parce que cette productivité du travail, ses fruits sont évidemment de plus en plus inégalement répartis, puisqu'on est dans des sociétés de plus en plus inégalitaires, ce qui veut donc dire que on exploite les ressources naturelles de la biosphère pour soutenir le train de vie des plus riches avec des dommages écologiques qui sont supportés par les plus vulnérables. Donc on a une double inégalité sociale en fait en amont et en aval du processus de production. Donc ça nous renvoie à cette phrase de Diego Rivera qui est que la lutte des classes est aussi bien dans les montagnes que sur la chaîne de production, et on a bien ces deux inégalités sociales. On a aussi un phénomène très important qui est évidemment l'émergence de la Chine, qui est la première puissance extractive. Donc dans ce tableau un peu compliqué, vous avez ce qu'on appelle la consommation intérieure matérielle, domestic material consumption, c'est-à-dire en fait la quantité de ressources naturelles par an et par habitant qui est consommée dans les différentes régions du monde. Et vous voyez que la Chine consomme à elle seule 34% de la consommation de ressources naturelles, alors que tous les pays industrialisés de l'OCDE, à eux, tous ensemble, consomment 25%. Donc la Chine, c'est un tiers de la consommation mondiale de ressources naturelles. Tous les pays de l'OCDE, c'est un quart. Donc on voit bien que la Chine est devenue la première puissance extractive mondiale. Il n'en reste pas moins que l'Union européenne et l'Amérique du Nord sont les premières puissances en termes de consommation par habitant quand on compte les importations de matières premières, et que donc on a des inégalités en fait considérables dans l'appropriation des ressources naturelles de la planète. Et on voit d'ailleurs que l'Union européenne et l'Amérique du Nord, qui sont des régions dans lesquelles la transition numérique est censée être la plus avancée, ont continué d'augmenter leur consommation intérieure de matières premières. Donc ces inégalités, on les retrouve dans l'appropriation des ressources alimentaires. Il faut grosso modo 2500 calories par habitant, par humain et par jour pour pouvoir vivre. Et vous voyez qu'on a des inégalités très très fortes
Donc à la fois le monde est devenu évidemment, peut nourrir l'ensemble de la planète, mais il y a des inégalités dans l'appropriation de ces ressources alimentaires, et c'est aussi vrai pour l'énergie, où évidemment les pays les plus développés accaparent, et la Chine désormais aussi accapare les ressources énergétiques de la planète. Donc voilà pour l'extraction, les ressources naturelles. Pour ce qui est de l'exploitation, je vais laisser la colonisation de la surface de la Terre, on pourra en parler, mais on va laisser ça de côté. Je voudrais vous montrer un des graphiques qui m'a le plus frappé dans ma vie de chercheur depuis, on va dire, une dizaine d'années, qui est cette représentation du poids de la vie sur Terre. Donc vous prenez l'ensemble de la biodiversité, vous traduisez ça en tonnes, et vous regardez ce que ça fait en termes de tonnes à la surface de la Terre. Et on constate que les animaux représentent évidemment très peu de choses, et les humains représentent encore moins de choses dans ce règne animal. Eh bien, les humains, qui doivent représenter 0,01% du poids total de la vie, ont réussi à détruire à peu près 80% des espèces qui sont sur la planète dans les 40 dernières années. Et donc, les humains, qui représentent très très peu de choses en termes de poids de la vie, ont réussi à exploiter la biodiversité de façon absolument incroyable et à détruire la biodiversité, ce qui évidemment, in fine, conduira à la destruction de l'espèce humaine elle-même, si on continue sur cette pente-là. Donc 3 analyses rapidement. L'illusion de la dématérialisation numérique, on est dans une économie qui n'a jamais été aussi matérielle. L'importance des inégalités environnementales internationales, donc des inégalités d'appropriation matérielle globale, ce qu'on pourrait appeler la division internationale du travail de la Terre. Et enfin, l'émergence de la Chine comme nouvelle puissance extractive, ce qui est très ironique par rapport à la théorie de Marx, puisque ça veut dire que la première puissance extractive qui réalise la caractérisation du capitalisme par Marx est une puissance communiste. Et ça veut aussi dire, de façon tout à fait étonnante, que l'idée du capitalocène, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, ce n'est pas l'anthropocène qui est notre ère géologique, mais le capitalocène, parce que c'est le capitalisme qui détruit la planète, il se trouve que c'est un régime communiste qui détruit aujourd'hui le plus la planète. Donc c'est quand même intéressant. Et comme l'URSS, avant la Chine, était déjà engagé dans cette destruction de la biosphère, évidemment, ça pose toutes sortes de questions intéressantes. Le commerce de la Terre, donc, même tendance à l'augmentation du commerce physique, c'est-à-dire au fait qu'on échange des matériaux, des matières premières à l'échelle du globe, avec des puissances qui sont des puissances importatrices, des puissances qui sont des puissances exportatrices de commerce physique. C'est très intéressant de constater que l'Union européenne, qui est quasiment en surplus en termes de commerce monétaire pour les biens et services, est en déficit majeur du point de vue physique. Si vous voulez comprendre l'Union européenne et sa vulnérabilité fondamentale, il faut regarder le commerce physique et pas le commerce monétaire, qui est en fait totalement trompeur. C'est pour ça que je disais que c'est intéressant de remplacer l'euro ou le dollar par la tonne. Vous avez des flux d'eau virtuelle. Qu'est-ce que c'est que l'eau virtuelle? C'est l'eau qui est incorporée dans les objets, notamment dans les denrées alimentaires. Donc en fait, on fait circuler l'eau à la surface de la planète. Et vous voyez que là aussi, l'Union européenne est une puissance éminemment dépendante et qui donc fait peser en fait le poids de son développement à l'extérieur de ses frontières plutôt qu'à l'intérieur. À l'intérieur, dans les sommets internationaux, l'Union européenne est vertueuse et se dit profondément soutenable, etc. En réalité, elle a délocalisé tout son impact écologique en dehors de ses frontières. Et puis évidemment les flux de carbone, avec la grande histoire d'amour entre la Chine et les États-Unis dans les flux de carbone, c'est-à-dire le fait que les États-Unis ont délocalisé les productions les plus polluantes qui leur reviennent sous la forme de carbone incorporé dans les biens de consommation. Et donc on a des flux absolument considérables. Dernier type de flux, les flux de transport. Donc je dois à Alain Supiot de m'avoir demandé de regarder un petit peu ces questions des flux de transport précisément. Et effectivement, quand on regarde les flux de transport au cours des années 2000-2016, c'est pas précisé sur ce tableau, on voit en fait quand on prend le fret par les voies aériennes, le fret maritime, le fret par la route, qu'on a des augmentations entre 40 et 70% des flux de transport. Donc là aussi, dans des économies où la distance et la localisation est censée ne plus avoir d'importance, en fait, on a une rematérialisation et une relocalisation en fait, du système économique qui est tout à fait frappante et qui est en lien avec l'urbanisation. En fait, la grande raison pour laquelle on a une relocalisation et on a, contrairement à ce qu'on pensait, non pas du tout la mort de la distance, mais le triomphe de l'espace dans l'économie actuelle, c'est précisément parce qu'on a eu une double révolution, la mondialisation et l'urbanisation.
En fait, si on additionne ou qu'on multiplie la mondialisation par l'urbanisation, on a l'agglomération. Et en fait, c'est pour ça que quand vous regardez une carte du globe la nuit, vous voyez très bien les points d'agglomération économique et vous voyez en fait que la distance n'a jamais eu autant d'importance. Donc l'illusion de la mort de la distance, de ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la fin de la géographie, comme on a cru à la fin de l'histoire dans les années 90, est une illusion totale, et l'économie immatérielle est également une illusion totale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, cette idée du découplage, notamment pour un pays comme la France, puisque donc, vous regardez les émissions de gaz à effet de serre en France, vous les comptez par production nationale, donc les émissions qui sont faites à l'intérieur des frontières nationales, vous avez une baisse de l'ordre de 15% depuis 1990. Si vous les comptez en consommation, vous avez une hausse d'à peu près 15% depuis le début des années 90. Donc en fait, la performance climatique française disparaît totalement quand vous commencez à compter vraiment les choses. Or, une tonne de CO2 émise à Paris ou une tonne de CO2 émise à Pékin va avoir exactement le même effet sur le climat et sur le changement climatique. Donc en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout réduit ces émissions, on les a juste transférées. C'est ce qui fait que les pays du protocole de Kyoto, de l'annexe 1, respectent le protocole de Kyoto, mais pendant ce temps-là, il y a 60% d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre par les pays qui ne sont pas dans l'annexe 1. Et donc, du coup, effectivement, on n'a pas résolu le problème, on l'a juste transféré. Deuxième analyse, l'idée qu'on a des puissances extractives versus des puissances dépendantes. On a la Chine, les États-Unis, la Russie qui sont les puissances extractives d'aujourd'hui et l'Union européenne qui est vraiment la puissance dépendante et donc la puissance vulnérable. Et enfin, donc, cette idée de l'illusion de la mort de la distance et de la fin de la géographie après l'illusion de la fin de l'histoire. Alors, je termine, il me reste 1 minute, ça tombe bien. Donc, perspective, l'économie de la pesanteur, c'est quoi finalement? C'est cette idée que le commerce de la Terre et la transition numérique masquent le travail de la Terre. En fait, ce qui fait qu'on n'a pas conscience de cette incroyable pesanteur des systèmes économiques sur la biosphère, c'est précisément parce qu'on est capable d'avoir des flux mondiaux qui donnent l'illusion, par exemple dans un pays comme la France, qu'on n'a pas véritablement de problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'on en a un, et cette idée du numérique qui donne l'illusion de la dématérialisation alors qu'en fait ça masque une rematérialisation massive des systèmes économiques. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce mirage de l'économie de la pesanteur? Il faut sortir de la croissance, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée du PIB comme indicateur fondamental et de la croissance comme indicateur fondamental du succès d'une société pour commencer à compter d'un côté ce qui compte pour les humains, c'est-à-dire le bien-être, qui n'est pas du tout la croissance, et de l'autre côté ce qui pèse sur la biosphère, et ça c'est la question de la soutenabilité. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.